On commence, je vous propose. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de l'USTV. Meilleurs vœux à vous tous au nom de l'USTV. Donc, nous allons commencer à nouveau les webinaires. Juste quelques informations concernant l'USTV. Je rappelle que pour les doctorants, les gens qui ont passé leur thèse en 2020, ils peuvent déposer leur manuscrit de thèse sur le site de l'USTV pour le prix de thèse qui sera remis lors des journées mois de novembre à Rennes. On va continuer les activités en webinaire jusqu'au mois de juillet, jusqu'au 2 juillet. Et on espère reprendre des activités en présentiel à partir de septembre avec notamment 2 jours sur le recyclage du verre fin septembre, début octobre. Début octobre, nous aurons également une école thématique du CNRS à Fréjus sur la diffusion dans les verres et puis les journées nationales du verre qui auront lieu le 17, 18 et 19 novembre à Rennes. Donc là, cette année, pour le premier séminaire, le webinaire, nous avons, ça va être un webinaire sur la structure des verres par Dominique Massiot et Thibaut Charpentier. Alors Dominique, je ne vais pas le présenter, juste un petit mot. Dominique sera présent également aux journées de Rennes en fin novembre. Et Dominique est un des distingués de l'USTV. Le conseil de l'USTV avait décidé en 2019 de décerner un titre de distingué à quelques chercheurs français actifs au moment où on leur décerne le titre et qui ont eu un impact, une importance au niveau de la communauté verrière. Et c'est le cas donc de Dominique Massiot et de Lionel Montagne, à qui l'USTV avait décidé de remettre ce titre. Donc, je vais passer la parole à Dominique. Tu peux partager ton écran, si tu veux. Merci. Et vous pouvez poser vos questions dans Converser, et puis je poserai les questions à la fin. Voilà. Pensez à couper vos micros de préférence et potentiellement les caméras, ça augmente la bande passante. Bien, merci Daniel, et puis merci pour ce titre de membre distingué, voilà, mais qui attendra un petit peu. Donc aujourd'hui, on va vous parler de structure des verres et surtout de l'approche par RMN avec 2 volets. Donc une partie un peu présentation plutôt méthodologique de la RMN et de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en termes de spectroscopie. Et puis en deuxième partie, Thibaut Charpentier nous parlera d'une approche plus globale, modélisation, compréhension des paramètres qu'on mesure par RMN. Ce que je vous présente là, c'est un petit peu un digest de ce que j'avais présenté dans une école USTV à Grenoble avec le SRF il y a 1 an et demi maintenant. Et ça essaye de reprendre un petit peu les concepts les plus pertinents, à mon sens, des développements récents. Si on s'intéresse au problème de la structure et la structure des verres, les différentes techniques ont chacune leur point de vue, en partant d'un point de vue plus macroscopique jusqu'à un point de vue microscopique à l'échelle de l'atome ou à l'échelle du motif moléculaire. Et c'est là que la RMN prend tout son sens. La RMN étant une technique qui, par essence, est d'abord sélective d'un noyau. On va observer une famille de noyaux à travers ses propriétés magnétiques, son spin nucléaire, ce qui va nous conduire à être sélectif de certains isotopes. Et derrière, ça sont les problèmes de sensibilité en fonction de l'abondance isotopique. Mais la première information qu'on va récupérer par RMN, c'est une information qui est extrêmement locale, qui est en fait une information sur la sphère de coordinance. Une information qu'on va retrouver principalement sur les éléments légers, potentiellement sur les éléments plus lourds, mais avec des difficultés expérimentales qui sont souvent liées à l'intensité aux gammes de déplacement chimique ou de déplacement de fréquence, déplacement chimique des éléments qu'on observe. Et derrière ce point de vue extrêmement local de la sphère de coordinance, on va pouvoir essayer de monter, d'aller voir à des distances plus importantes à travers des interactions qui vont permettre de caractériser soit l'existence de liaisons chimiques, soit des distances à travers l'espace, de façon à caractériser quelque chose qui sera plus de l'ordre de
du motif moléculaire qui implique les éléments qu'on observe, plutôt que seulement de sa sphère de coordination directement. En faisant ça, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que même si le verre est un système qui est caractérisé par son désordre et tout son caractère amorphe, à l'échelle locale, à l'échelle atomique, on a des structures qui sont des structures bien identifiées et qui sont en fait relativement ordonnées. Et c'est en ce sens qu'on peut parler de désordre, ou plutôt d'ordre dans le désordre, comme ici illustré par une image un petit peu prototype par Philippe Salmon dans les années 2000, dans lequel on a à la fois cette notion de matériaux amorphes et de désordre tout en ayant de l'ordre. Et en fait, ici, ce qu'on a, c'est quelque chose qui illustre à la fois le fait que différents atomes peuvent être liés ensemble, différentes personnes ici, de nature potentiellement différente, de couleurs différentes si on veut s'en remettre au schéma, et dans une géométrie qui peut être, qu'on peut décrire, et dans une topologie qu'on peut décrire. En fait, on a l'association de ces trois notions d'ordre topologique, d'ordre géométrique et d'ordre chimique qui coexistent. Pour illustrer ça, on peut reprendre une image qui avait déjà été montrée dans un séminaire précédent, qui sont des images de feuillets de silice déposés sur de feuillets de faible épaisseur, donc deux couches de silicate, SiO2 déposées sur une feuille métallique, et sur lequel on a des images qui sont des images en résolution atomique, des images dans lesquelles on a en fait un parallélisme assez frappant entre l'image du désordre à deux dimensions qu'on a ici sur cette figure-là, par rapport au sketch traditionnel du désordre de Zachariasen décrit il y a maintenant bien longtemps. Donc en fait, cette vision ici-là, c'est la vision à la fois d'un désordre en termes d'angle et distance de liaison et d'un désordre topologique avec des anneaux de taille différentes qui contrastent avec le système ordonné qui serait le système cristallin. En parallèle de ça, on peut prendre l'image qui est à droite, qui est une image dans laquelle on a cette fois-ci quelque chose qui est géométriquement et topologiquement parfaitement ordonné. C'est un réseau hexagonal dans lequel on a une structure de base qui est ainsi un nitrure de bore avec des atomes de bore et d'azote en rouge et en vert, et dans lequel on installe des défauts ponctuels par substitution de carbone ou d'oxygène, et donc dans lequel on a en fait quelque chose qui est un système qui est topologiquement et géométriquement ordonné, mais avec un désordre chimique. Donc la question, c'est est-ce que par RMN, on est capable de voir ça, et qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire? Une petite digression pour finir, sur la base des images, donc la résolution atomique qu'on a déjà discuté pour commencer, on a ici en fait quelque chose qui est une migration ou une transition entre un état parfaitement ordonné et une migration continue jusqu'à un état désordonné, avec lequel on a une résolution atomique. Donc, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, ce qu'on va observer ou ce qu'on va utiliser, c'est le spin nucléaire des noyaux qu'on va sélectivement observer. On les observe sélectivement parce qu'ils ont des fréquences de résonance ou des gammes de fréquences de résonance qui sont suffisamment séparées, qui vont permettre de les analyser indépendamment. On a toute une kyrielle de noyaux potentiellement observables. Quasiment tous les éléments sont observables, avec des difficultés particulières qui viennent du fait que la plupart des éléments sont des éléments avec un spin quadrupolaire, mais qui est une difficulté, mais qui est une difficulté manageable et qu'on peut utiliser et même valoriser. Pour introduire les choses, qu'est-ce que voit la RMN? Avant toute chose, elle voit une fréquence de résonance, une position en fréquence qu'on appelle déplacement chimique, et qui est fonction de l'environnement parce qu'il correspond à l'écrantage du nuage électronique par l'écrantage du champ principal par le nuage électronique. Et donc ce nuage électronique, il va être fonction des états de liaison avec les voisins et donc de la sphère de coordination, de la sphère de coordinance. Alors, si on prend un état parfaitement ordonné, qui est l'état le plus à droite sur la figure, on a ici une zéolite parfaitement siliceuse dans laquelle on a 7 sites cristallographiques différents qui donnent chacun lieu à un pic parfaitement résolu et qui donc une description extrêmement fine
des tas de coordinances qui sont tous identiques, tous des tétraèdres SiO4, 4 SI, OSI 4 fois, donc des Q4, 4 SI, et dans lesquels les seules différences sont des différences de géométrie de chacun des sites. Donc, si on passe à un système un peu plus complexe, on a ici un système dans lequel on a en fait une silice mésoporeuse avec des surfactants à longue chaîne qui sont intégrés entre des plans constitués de silice et dans lequel on va avoir donc des sites internes qui sont des sites de type Q4 et des sites de type Q3 qui vont former les bords. Et en fait, on a une structure cristalline globalement, mais des fluctuations qui correspondent, qui induisent des élargissements. Si on installe plus de désordre, silice mésoporeuse ici, on va avoir des pics qui vont s'élargir et un système vitreux, on va avoir potentiellement une ou plusieurs signatures gaussiennes qui vont être plus ou moins recouvrantes et qui vont constituer en fait une image de la façon dont la silice, le silicium, est impliqué dans des liaisons et forme le réseau du constitutif du verre. Cette image haute résolution, elle est obtenue elle n'est pas obtenue de façon directe parce que si on considère la réalité du système, en fait, chaque environnement est anisotrope et donne lieu à une signature qui est une signature large si on observait l'échantillon de façon statique. Pour pouvoir obtenir un spectre haute résolution RMN, on va donner à l'échantillon pendant le temps de la mesure une symétrie de base, qui est la symétrie C3 du cube. On va passer X, Y et Z en position équivalente pendant le temps de la mesure, qui va nous permettre, quand on tourne très vite, d'obtenir un spectre isotrope dans lequel, en fait, on écarte complètement toute la caractérisation anisotrope du système. En fait, c'est une perte d'information quelque part, et cette information, il peut être intéressant de la retrouver, mais c'est un gain en résolution qui va permettre de séparer ou de résoudre les différentes compositions. En ce sens, c'est une des caractéristiques essentielles de la RMN que d'être capable de changer l'état du système qu'on regarde et de n'observer ou de sélectionner la partie qu'on désire observer. Un exemple de cette sélection, c'est en reprenant l'expérience précédente, une expérience dans laquelle on a une dimension qui est une dimension résolue, qui est la dimension verticale ici dans une réseau de 2 dimensions, et une dimension horizontale qui est la dimension du spectre statique et qui va être en fait porteuse de l'information d'anisotropie de déplacement chimique. Donc en fait, dans ce type d'expérience, une expérience à 2 dimensions, qui sont rendues possibles par le fait que le système de spin est capable d'évoluer de façon cohérente, on a la capacité de trier le type d'information qu'on cherche à retrouver. Et donc ici, typiquement, de corréler une information isotrope, une information moyenne, à une information anisotrope. Du point de vue des systèmes vitreux, si on prend l'exemple ici d'un verre de phosphate de plomb ou de série de verres de phosphate de plomb, l'information principale qu'on va pouvoir retrouver à partir juste d'une expérience unidimensionnelle, c'est ici une expérience portant sur le phosphore, ça va être la polymérisation globale du réseau. On va pouvoir migrer depuis un système dans lequel, à fort taux de plomb, on a coexistence de Q0, donc de phosphate isolé, de Q1, phosphate de bout de chaîne, et d'un petit peu de Q2, phosphate de milieu de chaîne, vers un système qui va progressivement polymériser avec augmentation donc, des espèces Q2 et puis, in fine, polymérisation avec des espèces de type Q3. On peut modéliser ces spectres-là, on peut en tirer des renseignements quantitatifs, des constantes d'équilibre sur la dissociation des Qn en Qn plus 1, Qn moins 1, mais néanmoins, on reste sur un point de vue qui est un point de vue très global et un point de vue moyen sur l'ensemble du système. Alors, est-ce qu'on est capable d'aller plus loin? En fait, ce qu'on est en train de regarder là, c'est la sphère de coordination, si j'en parle dans les termes dans lesquels j'ai introduit les choses tout à l'heure. Pour aller plus loin, on va mettre en œuvre les différentes interactions qui sont présentes. Jusqu'à présent, on a parlé de l'interaction de déplacement chimique, celle qui donne la position de l'arrêt, mais on a d'autres interactions qui sont présentes. On a une interaction qui est faible, mais qui porte une information extrêmement précise, qui est l'information de couplage indirect, qui permet d'identifier des liaisons chimiques, partage d'électrons entre deux noyaux,
liaison chimique entre deux noyaux de même famille ou entre deux noyaux différents, ici donc typiquement entre un phosphore et un autre phosphore via un pont hydrogène, ou entre un silicium et un autre silicium via un pont hydrogène. Mais on est également sensible potentiellement à des interactions dipolaires, qui sont des interactions à travers l'espace entre systèmes porteurs de spin nucléaires. Et enfin, pour les noyaux quadrupolaires, l'aluminium, le sodium, le lithium, on aura une interaction supplémentaire qui viendra complexifier, mais également enrichir la possibilité de caractériser ces différents éléments. Un exemple là-dessus, c'était avec Daniel et Laurent il y a déjà quelques années. C'était l'analyse du système SiO2-CaO-Al2O3, dans lequel on a de l'aluminium qui est principalement en coordination 4 sur l'essentiel de la partie gauche du diagramme, mais néanmoins une présence presque toujours systématique d'aluminium en coordination 5, qu'on voit ici dans des expériences à 2 dimensions qui permettent de la mettre en évidence. Et puis, quand on passe la ligne de compensation de charge, l'apparition de coordination 5 puis de coordination 6 qui correspondent à changement d'état de polymérisation du réseau. Donc, une lecture à travers ces expériences unidimensionnelles ou bidimensionnelles ici dans le cas de l'aluminium, de l'état de coordination du réseau de formateurs du système. Pour aller plus loin, il faut mettre en évidence, il faut mettre en œuvre des expériences qui vont combiner les possibilités ou l'observation de plusieurs noyaux en même temps. Noyaux de la même famille, silicium et silicium, c'est l'exemple que je vous présente ici, ou noyaux de familles différentes. Et là, on a à notre disposition des expériences qu'on appelle multiquanta, capables de corréler ou d'associer dans une signature spectrale des noyaux avec des propriétés particulières. Donc ici, on a un exemple, si on prend un verre d'anorthite, on a la forme rouge ici. Si on prend sa forme cristalline, on pourrait avoir la résolution de l'ensemble des sites, qui sont tous des sites de type Q4, Q4-4, avec donc 4 aluminiums connectés. Et ici, on va avoir donc la question de savoir quelle est derrière la réalité ou la composition ou la décomposition potentielle de ce spectre. Donc, si on prend un spectre ici d'un verre qui est un verre d'aluminate de calcium et d'yttrium, on a une enveloppe globale qui c'est la signature de tout l'ensemble des siliciums, mais on va pouvoir éditer la signature de toutes les paires de silicium. Pardon, j'ai perdu ma page. La signature des paires de silicium, la signature des triplets de silicium, la signature des tétras, des associations de 4 silicium. Et on va pouvoir décomposer cet ensemble. Et en fait, ce faisant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire qu'à l'intérieur de cette arrêt très large qui était quasiment gaussienne et difficile à interpréter, on va pouvoir sélectionner, éditer les différents types d'environnements. Et on va pouvoir en fait séparer quelque chose qui est la chimie des différents environnements, qui sont les différentes courbes qu'on a ici, les Q4-4, Q4-3, Q4-2, et la largeur de ces distributions qui va correspondre à la variation de la géométrie. Donc en fait, on est en train de séparer quelque chose qui est le désordre chimique ou l'ordre chimique du désordre de l'ordre géométrique. Pour aller plus loin, on peut associer, donc ici on était sur des paires de silicium, on peut aller regarder ça sur des ensembles, cette fois-ci d'hétéroatomes, et on prend ici donc toujours dans le système CaO et SiO2 Al2O3, le cas de l'oxygène 17. Oxygène 17, on peut aller vers des expériences haute résolution sur l'oxygène pour séparer les différents types d'oxygène, les oxygènes pontants d'un côté, les oxygènes non pontants de l'autre, avec la séparation potentielle, mais pas complète, des siliciums, des oxygènes pontants impliquant du silicium ou impliquant silicium et aluminium. Et on peut, à partir d'expériences, cette fois-ci, associant l'RMN de l'oxygène et de l'aluminium, faire de l'édition du spectre oxygène 17, qui permet de montrer ici qu'on a une liaison chimique uniquement entre l'aluminium et les oxygènes pontants. Ce qui veut dire ici que en fait, le rôle principal du calcium dans ces verres-là, vis-à-vis de l'aluminium, est un rôle de compensation de charge, alors qu'il joue le rôle de modificateur de réseau vis-à-vis de la partie silicium, vis-à-vis de la partie silicate. C'est-à-dire qu'en fait, on a ici quelque chose où on a en évidence
le fait que l'aluminium est dans un environnement qui est plus polymérisé que la moyenne totale de l'ensemble silicium plus l'aluminium, que l'aluminium joue un rôle de polymérisateur par rapport au silicium dans ces systèmes vitreux. Donc, cette notion de, comment dire, de variabilité du rôle de formateur de réseau entre silicium et aluminium qu'on vient de souligner à l'occasion de cette expérience donc, mix aluminium-oxygène, ça souligne aussi le fait qu'on a un système qui reste hétérogène au point de vue des motifs atomiques aux échelles où on le regarde par RMN. Et donc, on va être capable en particulier de discuter de la clusterisation à des échelles qui sont difficilement accessibles par d'autres techniques. Alors, on prend ici le cas de silicate de calcium et silicophosphate de calcium, qui sont des verres typiquement à application en termes de bioverres. Et on s'intéresse à l'addition progressive de phosphate à l'intérieur de ces systèmes. Ce qu'on observe, c'est que du point de vue du phosphore, on reste sur une signature qui est quasiment identique, quel que soit le taux de phosphore qu'on ajoute ici dans les premières étapes, hein, de 2,6 à 5% de phosphate, tandis qu'on a une évolution du spectre du côté du silicate. Néanmoins, la question de savoir comment le phosphate s'intègre dans ce réseau-là, est-ce qu'il s'associe au silicium ou est-ce que reste une question difficile à trancher, et en particulier de savoir si les unités phosphates sont distribuées de façon aléatoire dans le réseau ou si elles sont regroupées en termes de clusterisation et à quelle échelle. La RMN, parce que le phosphore est un spin 1,5 et qu'il est 100% abondant, on a des interactions dipolaires fortes, c'est-à-dire qu'un phosphore qui voit un autre phosphore va pouvoir l'exprimer d'une façon spectrale, ou enfin en tout cas l'exprimer dans des expériences. Donc, ces expériences sont des expériences de comptage de spin, et on peut montrer que dans ces verres de phosphate, au contraire d'un système de phosphate étendu dans lequel on pourrait compter des dizaines et des dizaines de cohérences, on va avoir un ordre de cohérence qui va s'arrêter au niveau de quasiment 4, et ce qui nous permet de montrer ou d'affirmer que le système est clusterisé avec un nombre de phosphates groupés de l'ordre de 5 à 5,5. Et donc, c'est important parce qu'on est en train de travailler là à quelque chose qui est avec 5 phosphates associés à de l'ordre du nanomètre. C'est un ordre de grandeur qui est difficilement appréciable par d'autres techniques. Et ici, avec les expériences de thème qu'on avait pu faire à l'époque, on n'avait pas de contraste suffisant en Z pour pouvoir voir quoi que ce soit en termes de structuration à ces échelles. C'est important, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est capable de mettre en évidence ou de dominer la façon dont on clusterise ou dont on sépare des phases vitreuses, on va pouvoir les utiliser et les mettre en œuvre à des échelles nanométriques pour pouvoir construire ou décrire de nouveaux matériaux. Et ici, l'exemple de systèmes dans lesquels on domine la taille de la séparation de phases entre deux phases vitreuses par ajout de Na2O, et qui permet de générer ensuite des céramiques composites dans lesquelles on fait cristalliser des phases d'intérêt à l'intérieur d'une matrice vitreuse. Dans toutes ces expériences, on a en fait développé toute une gamme d'expériences de RMN qui permet donc de monter un petit peu en termes d'échelle et de considérer non plus seulement l'échelle atomique, mais l'échelle macro à laquelle, l'échelle de s'en aller vers les échelles mésoscopiques en décrivant des systèmes moléculaires de plus en plus étendus. Et la RMN devient un des outils qui permet de contribuer à une meilleure compréhension de l'ensemble du système. Cette compréhension, elle est maintenant très souvent sous-tendue par de la modélisation moléculaire, et je donne ici l'exemple de ce travail qu'on avait fait avec Charles Losc, c'était des résultats de sa thèse, avec Daniel et puis avec Neville Greaves, dans lequel la RMN apportait des arguments complémentaires pour pouvoir décrire les schémas de percolation dans les matrices vitreuses et donc contribuer à la compréhension des modèles.
cette association de la dynamique moléculaire avec les techniques spectroscopiques, c'est ce qui fait aujourd'hui la puissance de l'ARMN combinée à d'autres méthodes ou à d'autres approches spectroscopiques pour comprendre les déclassements chimiques, mais également les informations plus complètes telles que celles qu'on a décrites tout à l'heure. Et c'est de ça que Thibaut va nous parler en termes de calcul de paramètres RMN et d'interprétation des déplacements chimiques et d'autres paramètres RMN juste après ma présentation. Donc voilà, je vous remercie. Juste une remarque ou une mention pour rappel que l'ensemble des expériences RMN, en particulier à Auchan, où on a la sensibilité et la résolution la plus importante, font l'objet d'infrastructures de recherche comme le SRF, comme les rayonnements synchrotrons ou les neutrons, et qu'il y a une infrastructure de recherche qui permet d'accéder à ces moyens-là pour aborder les problèmes qui peuvent être d'intérêt pour vous. Voilà, et je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Thibaut. Je pense qu'on fera les questions à la fin, si vous en êtes d'accord. Merci Dominique, tout à fait. Donc Thibaut, tu peux prendre le partage de l'écran maintenant? Alors, moi, ce dont je vais vous parler, c'est comment, à partir de l'ensemble des informations que peut fournir l'ARMN, on est capable finalement d'aller de ce qui s'est fait pas mal jusqu'à présent, c'est-à-dire de valider des modèles structuraux construits par les outils standards qui sont principalement la dynamique moléculaire et les simulations par le reverse Monte Carlo, et comment on peut aller, et ça sera là-dessus que je conclurai cette présentation, vers des outils qui vont nous permettre d'utiliser finalement les RMN comme une force motrice pour construire des modèles structuraux et puis ensuite qui pourront être utilisés pour la prédiction de propriétés. Donc l'ARMN, comme l'a bien dit Dominique, fournit une information qui est assez hiérarchisée. Et si on part d'abord du premier niveau, c'est les informations qu'on peut obtenir finalement sur les nombres de coordination. Ici, j'ai mis des exemples, par exemple, de deux noyaux quadrupolaires assez sensibles et standards, que sont le bore, où on distingue assez facilement par une expérience à une dimension le bore 3 et le bore 4, ou l'aluminium, qui est caractérisé par l'existence de trois types de coordination, aluminium 4, 5, 6. Et je dirais, depuis un peu les débuts de la modélisation structurale des vers, ces éléments, ces populations qui peuvent être extraites de l'RMN en termes de pourcentage de coordination ont été utilisés comme des éléments de validation de la structure des vers. Alors, juste une petite digression et un élément qui est aussi important, c'est que le passage à des expériences à deux dimensions, de type MQMAS, est intéressant pour deux choses, à la fois parce qu'il permet d'améliorer la résolution qui peut être obtenue. Vous avez ici l'exemple de l'aluminium 4, 5, 6, mais aussi quelque chose qui m'intéresse aussi depuis plusieurs années, il permet de bien caractériser l'impact du désordre sur la signature RMN qui se manifeste par une distribution de paramètres RMN. Et cette distribution donne un largeur de règle. Comme l'a dit Dominique, finalement, une question qu'on va se poser, c'est quelle est la part de désordre géométrique ou de désordre chimique qui est inclus dans cette distribution de paramètres RMN. Alors ensuite, à une échelle intermédiaire, on a différentes expériences et Dominique a présenté plusieurs exemples basés sur les expériences de type J ou de type D. Ici, je donne une expérience basée sur l'RMN de l'oxygène 7 qui va permettre de comprendre par exemple, comment les unités formatrices du verre sont coordonnées les unes aux autres. Ici, c'est un exemple sur un borosilicate de sodium et de calcium, mais aussi, ici, par exemple, dans le cas de l'oxygène non pontant, comment ces deux cations vont se mélanger au sein de la matrice vitreuse du fait qu'ils vont induire sur cet oxygène non pontant un déplacement chimique qui va être assez différent. Donc, je dirais ça, c'est deux types d'informations entre guillemets binaires, qu'on peut déjà utiliser pour pouvoir valider une simulation, par exemple, de dynamique moléculaire ou ajuster cette simulation pour qu'elle puisse reproduire au mieux ces populations qui pourront être mesurées. Mais finalement, un des objectifs qui m'a motivé depuis 10-15 ans, c'était d'aller vers des techniques qui permettent d'avoir une approche beaucoup plus globale, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir une comparaison
que j'appellerais de spectre à spectre. Est-ce qu'on a la possibilité finalement de simuler directement le spectre et de pouvoir le confronter à l'expérience et finalement, une fois qu'on a un accord qui est satisfaisant, d'utiliser ce modèle structural comme un outil d'interprétation du spectre. Alors ça, c'est possible depuis une dizaine d'années avec l'introduction des techniques DFT très efficaces, des techniques qui ont été développées spécifiquement pour pouvoir traiter le système périodique. Alors, c'est une méthode qui fait maintenant partie, je dirais, de l'arsenal standard du RMNiste. C'est une technique qu'on appelle GPO, Gaussian Pudding Projected Augmented Wave. Vous avez ici 3 articles de revue. Et elle a un petit peu révolutionné le travail des RMNistes parce que ça permet à la fois de traiter d'un vrai solide, mais sa précision, illustré ici par exemple dans le cas de la prédiction de déplacement chimique de sodium dans des silicates cristallins, puisque on a besoin de valider la méthode sur les systèmes de structure connus, eh bien, va être aussi bonne, voire parfois meilleure que la précision des données expérimentales, et donc va fournir un outil très fiable pour pouvoir, à partir d'un modèle structural de verre, aller calculer directement les paramètres de RMN et ensuite avec la possibilité de faire des simulations de spectre RMN. Elle peut même ici, par exemple, j'ai représenté en bas à droite la prédiction de déplacement chimique de l'oxygène 17 avec des cas particuliers où il est en interaction avec des éléments de transition qui ont soit des orbitales vides D, soit des orbitales vides F. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles permettent aussi d'ajuster des paramètres dans une théorie DFT un peu plus sophistiquée qu'on appelle DFT plus U, ces paramètres pour pouvoir finalement remettre l'ensemble de ces oxydes sur une même droite de calibration. Donc là, ça démontre un petit peu la richesse et la puissance de cet outil de modélisation. Alors, c'est un outil qui va nous permettre finalement de pouvoir réaliser en parallèle des expériences qu'a pu montrer Dominique, où on peut utiliser un couplage par exemple entre silicium ou entre silicium, aluminium, pour pouvoir aller chercher le désordre chimique. Ici, vous avez par exemple le tétraède de silicium qui est entouré soit de 4 silicium jusqu'à 4 aluminium. Eh bien, cette expérience-là, on va pouvoir la faire de manière numérique, générer tout un ensemble de modèles par dynamique moléculaire. Ici, j'ai pris l'exemple d'un travail qui avait été fait dans le cadre d'un projet NR en collaboration avec le CNRS et puis avec l'IPGP, avec Daniel Neville, d'un système ternaire. Ici, c'était des tectosilicates, silicium, aluminium, strontium. Eh bien, en prenant tous ces modèles générés par dynamique moléculaire et en faisant une analyse fine, on va être capable finalement de retrouver comment on va varier le déplacement chimique du silicium en fonction du nombre d'aluminium qui lui sont connectés, et ça corrèle très très bien avec les données expérimentales qui ont pu être extraites des expériences menées sur des verres la plupart du temps qui sont enrichis en silicium 29. Et ça, c'est intéressant parce que ces expériences peuvent être parfois compliquées à réaliser, nécessitent la plupart du temps un enrichissement silicium 29, et donc numériquement, on a la possibilité de le faire, et ce qui peut grandement simplifier la tâche d'interprétation des différentes contributions, ordre géométrique, désordre chimique, désordre géométrique, dans la largeur des raies. Et ici, vous avez par exemple, sur ces mêmes types de verres, la comparaison entre ce qui avait pu être obtenu en des systèmes qui avaient été modélisés par dynamique moléculaire classique avec les données expérimentales, et noter notamment qu'il y avait un écart assez sensible. Et finalement, à partir de cette analyse fine, on voyait que cet écart sensible, et je reviendrai sur ce point un peu plus tard, était principalement dû au fait que la dynamique moléculaire classique, elle n'était pas capable de bien décrire comment les oxydes d'aluminium, comment l'aluminium et le silicium allaient se connecter les uns aux autres. Alors, on a 2 approches finalement pour aller vers des modèles qui sont plus fiables. Ça, c'est une approche où on va travailler directement sur la simulation par dynamique moléculaire, sur ce qu'on appelle le champ de force. Donc ça, c'était un travail, on avait introduit des modèles assez sophistiqués où on prenait en compte la polarisabilité de l'oxygène, et on introduisait aussi une certaine aspéricité dans la forme des ions. Et c'était un travail où pour la première fois, on obtenait, à l'aide de ces simulations, un accord quasi parfait entre la simulation par dynamique moléculaire et l'expérience RMN. Toutefois, ça reste quand même des champs de force qui sont assez compliqués à paramétrer et qui aussi sont assez limités dans la gamme de compositions qui peuvent être étudiées.
La deuxième approche, c'est finalement d'utiliser cette information RMN comme une force, je veux dire, motrice de la modélisation. Donc ça, c'est une approche qui existe depuis de nombreuses années, hein, qui avait été introduite par Greaves, qui on appelle le reverse Monte Carlo. Donc, initialement, c'était une modélisation qui était basée sur l'accord, l'analyse des données obtenues, des facteurs de structure qui pouvaient être obtenus par neutrons ou par rayons X. On pouvait y introduire les populations, les différents types de coordination pour aller élaborer des modèles finalement qui seraient en accord avec toutes les données expérimentales et pour pouvoir en déduire notamment les différentes composantes constituantes de ce facteur de structure. Récemment, ce qu'on a fait, c'est finalement d'introduire cette information qui est à plus longue portée, notamment les populations des différents tétraèdres de silicium en termes de connectivité avec l'aluminium. Et ce que nous avons observé, c'est que finalement, si on compare le modèle initial de dynamique moléculaire avec le modèle expérimental, on voit qu'on a plutôt un mauvais accord. Mais finalement, quand on va commencer à introduire cette information longue portée, eh bien, on arrive au final à des modèles qui donnent un accord après calcul DFT quasi parfait avec l'expérience. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que finalement, quand on va calculer une propriété macroscopique, ici par exemple la densité, vous avez ici la valeur expérimentale et la valeur par MD qui était surestimée, finalement cette surestimation n'était pas due à un défaut des calculs DFT ou un défaut de la dynamique moléculaire, c'était simplement dû au fait que la modélisation n'était pas capable de décrire correctement comment le silicium et l'aluminium étaient ordonnés au sein de la structure. Donc là, c'est un premier intérêt de pouvoir introduire dans ce type de modélisation une information fine qui est donnée par les RMN du solide. Ce type de simulations sont aussi intéressantes parce qu'elles permettent d'explorer finalement des configurations qui ne sont pas accessibles par la dynamique moléculaire à cause des limitations. Et notamment ici, je présente un exemple qui sont issus des travaux d'Erwan Chennault, qui a obtenu d'ailleurs le prix de l'USTV pour sa thèse l'année dernière, où on avait la possibilité finalement de produire des modèles structuraux de verre avec différentes fractions d'ANOA6, sachant que pour la principale difficulté dans la modélisation des borates, c'est d'avoir des champs de force qui soient capables de reproduire les hautes fractions d'ANOA6 qui sont observés expérimentalement, notamment la technique RMN qui permet de bien les quantifier. Eh bien, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que si on prend les modèles par dynamique moléculaire, maintenant on prend des modèles par reverse Monte Carlo dans lesquels on va introduire des fractions variables d'anneaux à 6, eh bien, on voit que là aussi, l'écart de densité qui peut être noté entre l'expérience et la modélisation est principalement dû au fait qu'il faut prendre en compte ces fortes populations d'anneaux à 6 pour pouvoir avoir un modèle qui reproduise correctement la densité. Ce qui est aussi intéressant ici, c'est ce que j'ai marqué à droite, c'est qu'on peut même, ici, en reportant par exemple la variation de la densité en fonction de la fraction des anneaux à 6 au sein des modèles structuraux et en se basant sur la densité expérimentale, eh bien, proposer des valeurs qui correspondent à des valeurs d'ANOA3 qui correspondent à l'accord entre le modèle, la prédiction par le modèle structural et la donnée expérimentale. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire en termes de reverse Monte Carlo en utilisant une information, soit le nombre de coordinations, mais souvent on est obligé d'aller à une information de plus longue portée pour aller vers des modèles structuraux qui permettent de bien mieux reproduire les propriétés macroscopique. Alors, comme je l'ai dit, notre motivation, c'est finalement peut-être d'avoir la possibilité d'avoir une comparaison directement de spectre à spectre, mais de pouvoir finalement, la limitation que l'on a actuellement avec ces calculs par DFT, c'est que ce sont des calculs coûteux et on est souvent limité à des systèmes de l'ordre de 400 à 800 atomes. Et les gens qui ont un petit peu d'expérience dans les reverse Monte Carlo savent que généralement, si on veut aller vers des modèles beaucoup plus pertinents, notamment pour des compositions beaucoup plus complexes, on doit aller vers des systèmes de milliers d'atomes. Et ça, c'est problématique parce que ce n'est pas accessible actuellement par les calculs DFT. Et actuellement émerge toute une approche basée sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou plutôt l'apprentissage automatique, en anglais machine learning, pour pouvoir finalement réaliser
des calculs qui ont la précision des calculs ab initio qui sont utilisés finalement pour faire l'apprentissage de ces algorithmes, mais la rapidité de méthodes classiques. Et là, ce que je voudrais vous illustrer dans cette seconde partie, c'est finalement qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type d'approche, notamment pour suppléer ou pour avoir accès à des calculs de prédiction de paramètres RMN beaucoup plus efficaces. Alors, quand on parle souvent de machine learning ou d'intelligence artificielle, on pense souvent en réseau de neurones. Donc ça, c'est un petit peu le précurseur dans l'introduction de ce type de méthodologie par réseau de neurones dans la modélisation atomistique de différents systèmes. Donc c'est Beller et Parignello. Où ici, il est important de souligner finalement qu'on ne peut généralement, si on prend chaque atome et qu'on va le décrire son environnement, on ne peut pas utiliser directement ces coordonnées cartésiennes et on va être obligé d'introduire dans les algorithmes de machine learning pour pouvoir prédire l'énergie d'un système, mais aussi d'autres propriétés, ce qu'on appelle des descripteurs. Ce sont des quantités qui vont répondre à certaines règles de symétrie, dont notamment la variance par la permutation, par translation ou par rotation. Et donc nous, pour pouvoir utiliser ce type d'algorithme cette fois pour aller prédire les paramètres RMN, nous avons utilisé un descripteur qui a été utilisé par beaucoup de groupes parce qu'il s'est montré assez supérieur à beaucoup d'autres descripteurs qui avaient été proposés, et bien, basé sur le développement de la densité atomique autour d'un atome. Vous avez un atome et vous avez les différentes positions des autres atomes. Et on va développer finalement cette densité atomique qui est une quantité à 3 dimensions. On va le développer à la fois sur les amoroïdes sphériques qui décrit finalement les angles en 2 dimensions, l'angle θ et l'angle φ, et une quantité qui va donner l'expansion en radiale, la position des différents atomes dans la sphère de coordination. On va limiter cette description dans une sphère de coupure, la RMN. Et je le rappelle, une quantité qui est très locale, donc on peut se permettre de se donner un petit rayon de coupure pour pouvoir décrire l'environnement d'un atome. On a ici typiquement une valeur de 6 angstroms. Et finalement, quand on fait ce développement, on va introduire ces paramètres de développement qui sont des descripteurs de l'environnement de l'atome. Donc finalement, on part de notre environnement de l'atome, des différents atomes et des positions de ces atomes dans sa première sphère de coordination, et on va construire, pour représenter cet environnement à 3 dimensions, un vecteur qui a une certaine dimension et qu'on va pouvoir injecter dans l'algorithme de prédiction. Donc, ce que nous avons, nous, utilisé et introduit récemment, c'est une technique qu'on appelle une technique de régression par noyau. C'est une approche finalement qui généralise l'approche de régression linéaire. Simplement, au lieu d'utiliser finalement une mesure de la similarité entre 2 environnements par une fonction linéaire, par exemple le produit scalaire des 2 vecteurs, on va introduire une comparaison par une quantité non linéaire. Ici, par exemple, on va caractériser comment l'environnement I est proche de l'environnement J à l'aide de cette quantité basée sur une gaussienne. C'est ce qui permet en quelque sorte de généraliser ce qu'on appelle la régression à une régression qui va introduire des caractères non linéaires. Et vous avez ici, par exemple, les performances qui sont obtenues pour la prédiction des déplacements isotropes du silicium dans la silice vitreuse avec différents types de descripteurs. Et on voit notamment, c'est ce que nous avions montré, que le descripteur SOAP que je vous ai introduit précédemment est le descripteur qui permet d'obtenir les mêmes performances. Et ça, c'est des calculs qui durent, après une fois qu'on a fait l'apprentissage, moins d'1 seconde, typiquement 10 à 20 millisecondes. Donc, ce qui signifie finalement qu'on est capable, avec ce genre de technique, maintenant, d'aller vers des prédictions de paramètres RMN et donc de simuler des spectres RMN sur des modèles structuraux qui peuvent contenir plusieurs milliers d'atomes avec une précision qui est celle de la méthode JPO, de la théorie de la fonctionnelle de densité. Donc ça, c'est ce qu'on a publié donc, il y a 2 ans. Alors, une partie
très importante finalement dans toutes ces techniques d'apprentissage automatique, c'est la constitution de ce qu'on appelle la base de données, donc qui va servir à ajuster les paramètres, ici les paramètres de la régression, hein, qui sont donnés par les paramètres alpha, de l'algorithme d'apprentissage automatique. Et ici, par exemple, nous avions regardé, lorsqu'on prend par exemple le système binaire sodium-silicium, on avait généré toute une base de données. Alors typiquement, c'était pour chaque composition une centaine de verres de 400 atomes. Eh bien, on s'était posé la question, est-ce qu'il était nécessaire de couvrir l'ensemble des compositions pour avoir de bonnes performances de prédiction, ou si finalement 2 compositions intermédiaires étaient suffisantes, et c'était le cas effectivement, pour pouvoir avoir une prédiction de bonne qualité pour l'ensemble des compositions. Là, je présente des résultats qui sont obtenus. Alors, on a cherché des techniques un petit peu plus avancées. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle du support par régression sur des vecteurs. Alors ça, c'est sur un exemple sur des borates de sodium. Et vous avez notamment ici les performances qui sont obtenues sur le bore. On a à peu près la même chose sur le sodium. Donc, du déplacement chimique du bore à différentes températures, ce sont les températures de génération de structure. On note toutefois que les régressions deviennent un petit peu moins bonnes à très haute température, bien parce qu'on imagine très bien qu'à très haute température, on a en quelque sorte un espace configurationnel exploré qui est beaucoup plus grand. Toutefois, si pour chacun des systèmes, on va comparer la distribution des déplacements chimiques, ici pour le bore 3 et le bore 4, de la base de données DFT et celles qui sont reproduites par ces algorithmes machine learning, on voit clairement qu'on a une très bonne prédiction. Et vous notez aussi notamment quelque chose qui est connu, c'est quand on monte en température, on a une disparition des environnements en bord 4, puisque les environnements en bord 3 sont les environnements majoritaires à haute température. Alors, ce qui est intéressant de noter ici, je vous ai reporté, c'est l'erreur de ce type de prédiction et c'est la comparaison que l'on a ici entre une structure classique, donc obtenue par un champ classique avec toutes les imperfections qu'il a, et ici une structure obtenue par le nec plus ultra qu'on considère actuellement de la dynamique moléculaire, c'est-à-dire la dynamique moléculaire ab initio, où les forces sont calculées par des méthodes DFT. On voit qu'il y a une différence très nette entre les deux distributions de déplacement chimique et que l'erreur que l'on commet à l'aide de ces prédictions par machine learning eh bien, est bien inférieure à l'écart qui peut exister entre ces deux spectres. Et ça amène finalement à l'idée que eh bien, le déplacement chimique, tel qu'on peut le mesurer expérimentalement, peut être une force motrice, peut être injecté directement, ce qui veut dire qu'on pourrait injecter directement le spectre comme une contrainte pour pouvoir modifier la structure de ces boîtes générées par dynamique moléculaire classique et ajuster au mieux les déplacements chimiques sur la base de calculs faits par machine learning qui sont suffisamment rapides pour être intégrés, par exemple, dans un processus de Monte-Carlo, et corriger la boîte, cette fois non plus avec une information extraite du spectre, c'est-à-dire le nombre de coordinations, mais par le spectre dans sa globalité, et peut-être ensuite la boîte peut être utilisée cette fois pour apporter une interprétation à ce spectre. On peut généraliser ce type d'approche, puisqu'ici je n'ai parlé que des déplacements chimiques. Le bore ou le sodium sont des noyaux dits quadrupolaires, comme l'a présenté Dominique dans la première partie, et pour prédire ces noyaux quadrupolaires, on a besoin d'une seconde interaction qu'on appelle l'interaction quadrupolaire, mais qui, elle, est une interaction qui a la forme d'une matrice. Et en fait, ces techniques peuvent être généralisées pour prédire non pas un scalaire, mais soit, par exemple, ici, j'ai pris l'exemple d'un vecteur, c'est la force. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est vraiment le grand domaine qui est en pleine émergence, c'est-à-dire des dynamiques moléculaires de qualité ab initio, mais où les forces sont prédites par des algorithmes de machine learning qui ont été entraînés sur des calculs ab initio de référence. Et ici, vous avez la prédiction du gradient de champ électrique, par exemple, de l'oxygène, ce qui veut dire que on peut utiliser les deux informations, le déplacement chimique et l'information sur l'interaction quadrupolaire comme des forces motrices qui vont permettre d'affiner des structures de verre. Et c'est ce qui est représenté ici, c'est-à-dire qu'on va vers une intégration complète de l'ensemble des données, neutrons, RMN, pour construire des modèles qui soient en accord avec l'ensemble des données expérimentales disponibles. Et actuellement, on voit comment on commence à voir sortir, de même qu'on peut simuler
prédire des paramètres RMN à partir d'algorithmes de machine learning, eh bien, on voit apparaître des travaux où l'on va prédire des spectres Raman, alors pas directement des spectres Raman, mais la polarisabilité, hein, qui est l'ingrédient physique du spectre Raman. Et donc, ça offre à nous la perspective finalement d'aller vers une approche complètement globale d'insertion des neutrons, de l'ARMN et du Raman pour pouvoir produire des modèles structuraux de verre qui soient compatibles avec l'ensemble des données expérimentales et ensuite sur lesquelles on va pouvoir aller calculer des propriétés. Deuxième perspective, grâce à la rapidité finalement de ces prédictions par machine learning, c'est aussi la possibilité d'aller vers la simulation des spectres de RMN à haute température où cette fois, on ne peut pas négliger la dynamique. Hein. Si on veut pouvoir faire une simulation de ce genre de spectre, on est obligé de prendre une trajectoire plus ou moins longue et de simuler en chaque point les paramètres RMN, puis ensuite d'en faire la moyenne pour pouvoir obtenir le spectre prédit, parce que, je vous rappelle, en RMN, c'est une spectroscopie d'un point de vue vibrationnel qui est assez lente. Donc, ce qu'on observe, c'est une moyenne sur le temps. Hein, c'est ce qui s'appelle le rétrécissement, notamment ici pour ce spectre par le mouvement. Ou alors, par exemple, si on est capable de se caler suffisamment proche de la température de la transition vitreuse, où la dynamique, le temps caractéristique de la dynamique s'approche du temps caractéristique de l'RMN, on va être capable de distinguer ici, par exemple, l'échange entre BO3 et BO4. Et donc, ce genre d'expérience, maintenant, grâce à ces algorithmes de machine learning, peut être rendu accessible à la modélisation. Voilà, donc je termine ici. Je vous remercie pour votre attention ainsi que les supports que j'ai pu obtenir pour pouvoir réaliser l'ensemble des calculs, des expériences et des simulations que je vous ai présentées. Merci Thibaut, merci Dominique. Alors, est-ce que nous avons des questions? J'en vois quelques-unes. Une des premières questions, c'est quel est le temps pour faire des mesures, par exemple, ce que Dominique montrait tout à l'heure, des mesures au niveau de l'aluminium. Quel est le temps d'une mesure et le temps d'interprétation? Si quelqu'un, un industriel ou quelqu'un vient avec un verre, et qu'est-ce que cela peut lui apporter? Donc, sur le temps, oui. Un spectre RMN de l'aluminium, c'est quelque chose de rapide à obtenir. Et quand on fait ça à haut champ, c'est-à-dire sur 750 ou 850 chez nous, ou à Lille sur 800 ou 900, un séjour sur 1,2 giga, ce sont des expériences rapides. Maintenant, la même expérience sur du silicium, c'est une expérience longue à partir du moment où on est en silicium en abondance naturelle, parce qu'on n'a que 3% de silicium 29 dans le silicium total, et donc la RMN est une expérience peu sensible dans ce cas-là. Les expériences ensuite de corrélation, alors quand on s'intéresse, on a montré plusieurs fois des spectres d'oxygène 17. L'oxygène 17, c'est moins d'1% d'abondance naturelle, et il y a toujours un enrichissement isotopique, donc il y a une préparation nécessaire de l'échantillon. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de réponse toute faite, et ensuite, quand on a des expériences qui impliquent plusieurs noyaux, que ce soit des noyaux de même type ou des noyaux de types différents, eh bien, ce sont des expériences qui sont plus demandeuses en termes de sensibilité et donc qui impliquent des temps d'expérience plus longs. Donc là, voilà, disons que les durées d'expérience sur ce que j'ai montré varient entre quelques minutes et quelques jours. D'accord, merci. Du côté interprétation, l'interprétation, on a une interprétation qui est relativement simple en termes de fitter les spectres par des composantes simples. Ce que Thibaut vient de nous montrer, c'est qu'on est aujourd'hui capable d'utiliser ces spectres comme source d'information pour discuter des modélisations et pour aider à valider, conjointement avec d'autres spectroscopies potentiellement, des modèles plus étendus. Donc, l'interprétation simple est une première étape, rapide, mais derrière, il y a tout un travail de construction d'un ensemble si on cherche à avoir plus de précision. Merci.
peut Oui, commenter. juste pour un détail, typiquement un spectre MQ-mass d'oxygène 17 tel que je les ai présentés, je dirais qu'au minimum, il faut 20 à 40% d'enrichissement. Et si on veut un spectre exploitable, c'est-à-dire sur lequel on puisse réaliser un fit propre, parce que ce qui nous intéresse principalement, finalement, quand on fait les RMN d'oxygène 17, c'est de pouvoir faire une quantification. Eh bien, il faut quand même compter 3 à 4 jours sur un spectro. Moi, je travaille à 11 Tesla, sachant que, alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout discuté, c'est que chaque noyau a ses spécificités et chaque noyau a un petit peu son champ magnétique favori, où il aura une meilleure résolution, où ça dépend finalement des paramètres qui apportent la résolution. Hein, je dirais l'aluminium, le plus haut champ donne une très bonne résolution, le bore aussi. Après, on est toujours intéressé par redescendre un champ pour retrouver finalement ce qui serait perdu à haut champ, hein, notamment l'interaction quadrupolaire. En revanche, l'oxygène, souvent la résolution est donnée par l'interaction quadrupolaire, ce qui fait que des champs magnétiques intermédiaires, notamment dans le cas des borosilicates, est souvent plus intéressante, alors que si on va vers les phosphates, où on a des interactions quadrupolaires un peu plus grandes, souvent des champs vers 700-800 sont plus intéressants. D'accord, merci pour ces précisions. Deux autres questions. La première, c'est l'accessibilité. Comment fait-on pour avoir accès à ce type d'outils? Donc, l'accès, je veux dire, sur les spectros, on a deux grandes gammes de spectromètres. Il y a des spectromètres qui sont du ressort de laboratoire, et là, c'est du collaboratif avec les gens qui sont pratiques de la chose. Et puis, on a les accès au très haut champ, donc qui sont aujourd'hui en solide, essentiellement sur Orléans et sur Lille. Et ça se fait par l'intermédiaire de l'infrastructure de recherche RMN sur laquelle on peut déposer des projets. Et on peut contacter des gens pour avoir des réponses et pour discuter de la faisabilité ou des potentialités de la méthode. Donc, on est ouvert à contact, Thibaut comme nous, je pense. Et, oui, alors moi je dirais pour tout ce qui touche au calcul, ça reste quand même des choses. Oui, généralement, il faut quand même, si on veut se lancer dans les calculs, je dirais c'est un projet de thèse à minima ou un stage de master. C'est quand même bon. Les outils sont devenus de plus en plus faciles d'utilisation. Moi-même, j'ai organisé pendant plusieurs années des séminaires de formation à l'utilisation de ce type d'outils. Mais bon, c'est pas du, j'ai envie de dire, du click and collect. Pas encore. Alors, une dernière question. En termes d'échantillons, quelle est la taille des échantillons? Est-ce que c'est destructif? Est-ce que cela nécessite des préparations particulières? Et est-ce qu'il y a des incompatibilités? Imaginons, j'ai parfois une casquette un petit peu plus géologique ou un artiste verrier qui va souffler un verre contenant des éléments de transition. Est-ce que l'on peut faire de la RMN sur tout, mis à part les quelques noyaux, est-ce qu'il y a des incompatibilités et est-ce que potentiellement il faut détruire l'échantillon ou le morceau de verre ou des préparations particulières? Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ces choses-là? l'essentiel de ce qu'on a montré, ça s'intéresse à des systèmes qui sont non magnétiques, non métalliques. Parce que ce qu'on recherche dans la RMN haute résolution, c'est à résoudre de façon très fine l'environnement électronique du système. Et que donc, quand on commence à introduire des propriétés de conduction électrique, électronique ou des propriétés magnétiques, on va perturber de façon importante cet environnement qui est le champ magnétique local, en fait, ce qu'on mesure. Donc non, ça ne peut pas tout faire. Et il y a donc une discussion à avoir sur les choses qui sont possibles. Après, ce qui est connu comme impossible un jour n'est pas impossible toujours. Il y a des développements à faire, il y a des possibilités. Je dirais qu'ensuite, côté mise en forme ou destruction, l'essentiel de ce qu'on a montré sont des expériences qui portent sur des poudres, hein, sur donc des échantillons broyés. Et pour pouvoir faire tourner un rotor en rotation à l'angle magique,
il faut presque nécessairement broyer l'échantillon, mais seulement presque nécessairement. On a déjà fait des expériences et il y a des exemples d'expériences portant soit sur des échantillons massifs tournant à l'angle magique, soit des échantillons en statique, et il peut y avoir des informations à tirer d'une expérience en statique dans laquelle on ne cherche pas la résolution. D'accord, parfait. Merci pour ces informations complémentaires sur les échantillons, etc. Peut-être, Dominique, peux-tu donner juste l'adresse du site web de RMN? Vous faites, elle est dans la présentation, donc quand vous aurez sur le dernier transparent. Sinon, vous cherchez IRRMN dans Google et ça vous donne le truc directement. Parfait. C'est Merci. FR 2650, c'est ça, Dominique? 29,50. Mais, oui. Donc, en tapant IRRMN, on trouve toutes les informations. Merci à Dominique et Thibault pour ce webinaire. Merci vous à le trouvez en premier même avec IRRMN. IR blanc RMN dans Google, vous avez fait c'est le premier résultat. D'accord, parfait. Merci pour ces informations. Vous le trouvez sur la page web du labo, vous le retrouvez sur les pages web du laboratoire à Lille, etc. D'accord, parfait. Merci à vous deux. Merci à tous les participants. Le prochain webinaire, ce sera le 29 janvier sur les fibres optiques. Et ce sera Wilfried Blanc et Thierry Robin, donc Wilfried Blanc de Nice et Thierry Robin de XBlue qui nous parleront des fibres optiques. Merci encore à tous pour votre participation et au revoir.